Salut à tous, bienvenue, vous êtes dans le Delta Sport lundi 8 décembre 2014. Aujourd'hui on est au Karaté Club de Bourbourg, en pleine séance, dans le dojo bourbourgeois, on en reparlera dans l'émission. D'ailleurs, tout le programme de cette nouvelle émission du Delta Sport, c'est à découvrir maintenant. Et ce soir, on reviendra sur le match de Coupe de France entre Lonneplage et Saint-Omer. Les Launois avaient une occasion en or de décrocher une qualification historique pour les 32e de finale. On ira découvrir Alexis Letombe, le jeune bourbourgeois nous familiarisera avec son sport, le full contact. En basket, retour sur la défaite du BCM, les Maritimes s'inclinent face au Havre à Sportica. Basket toujours, cette fois en National 2, la saison est compliquée pour l'UBJS. On essaiera de comprendre pourquoi avec le dernier match à domicile de l'année contre Tremblay en France. Et puis en handball, c'était Noël avant l'heure pour les licenciés du club. Autre cadeau cette fois pour les hommes de David Darras, la venue du leader Amiens à l'espace Frédéric Petit. Alors commence-nous par le temps fort du week-end, c'est en tout cas l'événement du côté de Lonneplage avec ce 8e tour de la Coupe de France, puisque Lonneplage a l'occasion d'atteindre les 32e de finale, objectif de la saison à coup sûr pour les Launois en cette fin d'année. Ils se sont donné les moyens d'y arriver, les hommes de Fabrice Bourret. Ils affrontaient Saint-Omer du côté du stade Marcel Rossel à domicile, donc tout était réuni pour que Lonneplage puisse faire la fête à la maison. Résumé de cette rencontre, Lonneplage-Saint-Omer. À l'occasion du 8e tour de Coupe de France qui s'est déroulé ce week-end, le FC Lonneplage recevait Saint-Omer. Oui, c'est jour de fête à Lonneplage, oui. Mais je pense que Lonneplage va écraser Saint-Omer. Mais à Lonneplage, c'est une terre d'accueil. On reçoit tout le monde. Sauf que Saint-Omer sont plus faibles que nous. Allez, Lonneplage! C'est un événement plus important pour le club. Ils n'ont jamais connu un 32e de finale. C'est important pour les dirigeants, les joueurs et pour tous les bénévoles et le club en particulier. Enfin, c'est la coupe, quoi. Ça va jouer sur des détails et sûrement sur l'état d'esprit. Saint-Omer n'est pas plus fort que nous et puis sur un match tout peut arriver. Donc voilà, je donnerais bien Lonneplage gagnant à la fin du match. Aux portes des 32e de finale, les Launois ont à cœur de marquer une nouvelle page historique en se qualifiant pour la première fois de leur histoire. Allez! Allez mec, on va le faire les mecs, on va le faire. Malmené en début de match, Lonneplage va subir l'orage des Audomarois qui veulent marquer au plus vite dans cette rencontre. Mais le portier launois reste solide. Malgré une belle occasion en première période sur une frappe lointaine de Benoît Lestavel, les hommes en blanc auront été trop timides pour espérer davantage. 0-0, le score en restera là à la mi-temps. On est 300, 350. Là, il reste une mi-temps, on va les pousser et on va gagner. Je vous jure qu'on va gagner. On va les pousser à fond. À la reprise de la deuxième mi-temps, rebelote, c'est Saint-Omer qui va reprendre le match en jeu. Les deux équipes se rapprochent de plus en plus du but adverse. Le centre d'Alpha Barry ne trouve personne. Côté Audomarois, Ferlin et Crespe feront passer quelques frayeurs dans le camp launois. Changement, Kevin Auchard sort
C'est Johan Leclerc qui rentre en jeu. Et il va tout de suite faire parler de lui, l'occasion la plus franche côté launois. Mais la reprise de Leclerc part loin au-dessus du cadre, frustrant pour les hommes de Fabrice Bourret. Un match intense et plein de suspense jusqu'aux 10 dernières minutes. Bien en place, les Launois vont craquer sur un centre de Mathieu Chrétien, frappe de Julien Perrault. Et là, de marquer dans les dernières minutes comme ça, c'est génial. C'est des moments comme ça, c'est pour ça qu'on joue au football. Ouais, je la sens pas, c'est Kev Varallon qui me la dépose. Après, je vais réessayer 30 fois à l'entraînement, je vais pas réussir à la mettre. Aujourd'hui, c'est rentré, tant mieux pour moi. On a concédé, mais c'est même pas une occasion, ils mettent un but d'anthologie. On a vraiment des gros regrets sur ce match-là. Je les boule pas. Ah, vraiment déçu. Il faut ce petit brin de réussite hein, quand on fait jeu égal avec une équipe. À un moment donné, c'est soit un exploit d'un attaquant ou c'est soit le petit brin de réussite. Donc voilà, nous on n'a pas eu l'exploit, il nous a manqué quelque chose pour passer. Donc voilà, c'est vraiment les regrets, mais je salue le courage des joueurs. Ils ont fait vraiment pour moi le maximum. Et en tout cas, on n'a rien à reprocher aux joueurs. Les Gravelinois s'imposent 2-1 sur leur pelouse face à la réserve de Boulogne-sur-Mer grâce à des buts de Navo contre son camp suite à une frappe de Marvin Terry et d'Olivier Sborny. Les Gravelinois restent donc leaders. Roubaix n'a pas joué et descend donc à la 4e place. En bas du classement, Marquette et Lone Plage qui n'ont pas joué non plus restent donc dernier et avant-dernier. Allez, partie interview dans le Delta Sport, on est avec Benoît, professeur de karaté ici donc à Bourbourg. Bonjour Benoît. Bonjour. Bon, ça représente quoi déjà le karaté à Bourbourg ? Le karaté, c'est une des associations complémentaires ou supplémentaires des autres associations qu'il y a à Bourbourg. Alors le karaté, pourquoi pas le karaté? Pourquoi pas autre chose que le judo, le jiu-jitsu, la gym après, pas trop. Mais après, on retrouve beaucoup de techniques dans le karaté qui font partie qui sont dans d'autres associations, comme dans la gym, l'aérobic et autres. Voilà. Elle représente quoi l'association karaté ici à Bourbourg? Ça regroupe du monde, notamment du bourbourgeois pur souche qui vient ici s'entraîner et profiter de cet art martial? Alors là, je ne saurais pas trop vous dire parce que ça m'importe peu. Ça m'importe même, franchement même pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est transmettre des connaissances, pas un message, surtout pas un message, mais des connaissances que j'ai acquises depuis quelques décennies et rien de plus que ça. Pas plus que ça. Du coup, ça se passe comment l'entraînement avec vous? Là, on le voit, vous êtes à l'écoute tout le temps près de vos karatékas, notamment aujourd'hui? Absolument, il faut surtout être à l'écoute, leur expliquer, recommencer, réexpliquer et surtout pas se mettre sur le côté et puis attendre quoi. Non, c'est très important surtout d'être sollicité, surtout quand on n'a pas compris l'exercice quoi. On vient travailler quoi en faisant du karaté? Il n'y a pas que le combat pur, on vient aussi travailler autre chose que le fait de savoir se battre? Non, alors là, le karaté, c'est très très ancien. Avant tout, c'était un art de combat. C'était une spécialité de combat. Quand les armes ont été supprimées au Japon, les gens se défendaient en déblocage, des contre-attaques. Et les armes, c'était les bras, les poings, les coudes, les genoux, et ainsi de suite. Après, c'est devenu un art martial, plus dans le côté philosophique, dirons-nous. Et après, c'est devenu un sport au niveau compétitif, quoi. Là, on travaille plus le côté art martial, dirons-nous. Voilà. On les entend beaucoup parler, là. Ça représente quoi? Parce que quand on ne connaît pas, comme moi, par exemple, qu'est-ce qu'ils disent, là, sur le tatami, comme ça, à crier? Alors là c'est... Il y a les enchaînements qui sont transmis un peu. On donne le top départ, ich, ni, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et après, le kia qui est une ou deux fois dans le kata, quoi. Voilà. Et le kia, c'est? Là, on expulse, on transmet le maximum de puissance, on expulse l'air, voilà, c'est un maximum de puissance.
Merci Benoît. Je vous en prie, à votre service. Merci. On va continuer de parler d'arts martiaux, on va parler de full contact maintenant avec un bourbourgeois. C'est Alexis Letombe. Cédric Alloy a été le rencontrer pour nos portraits de ce jeune garçon. Alexis Letombe, retenez bien ce nom. Ce jeune Calaisien de 16 ans qui s'entraîne au karaté club bourbourgeois pratique le full contact et vient de rajouter une nouvelle victoire à son palmarès lors de la Coupe de France Zone Nord ce week-end à Lille. Le jeune homme a en effet fini premier dans la catégorie senior moins de 55 kg. Le full contact qui a vu le jour aux États-Unis dans les années 60 est un mélange de boxe et de karaté. Arrivé en France dans les années 90, cette pratique compte aujourd'hui plusieurs milliers de licenciés. Alexis a débuté les arts martiaux très tôt sur les conseils de son père. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. C'était sur Caen. C'est en fait mon papa qui m'a inscrit. C'était en fait à la base pour déjà faire un sport, de savoir me défendre, prendre confiance en moi. C'est une passion quoi. C'est ce que je fais depuis toujours quoi. Il a commencé par faire de la boxe américaine en fin de compte, sur la région en Normandie. Au fil du temps, donc, on a basculé sur le full contact. Donc il a toujours effectué une boxe pied-point. Une boxe pied-point, le full contact est sa vraie passion. À 16 ans, il décroche sa ceinture noire, première dame, un véritable aboutissement de plusieurs années d'entraînement et de persévérance, il nous raconte. Il y a un jury en fait, ça m'a fait un peu penser comme un bac, là, comme si je passais un bac. Mon passage de grade, il y a eu plusieurs étapes. J'ai dû faire du shadow, du sac, des PAO, des assauts, de la corde. Une fierté pour son père. C'est une fierté d'avoir un fils qui pratique comme moi. Mais bon, il a un palmarès bien rempli déjà et c'est vrai que c'est une fierté. Plusieurs fois champion de France, Alexis ne voit plus le full contact comme une simple passion, mais comme une réelle chance d'avenir. À l'école avant tout, je veux dire. Et si c'est quand même un loisir, le sport à côté, quoi. Voire plus tard, me diriger vers le domaine du sport, Actuellement en première, Alexis espère concrétiser ses rêves le plus vite possible. Avec ce nouveau titre, parions que le jeune champion n'a pas fini de faire parler de lui. Allez, nous on passe au basket maintenant dans le Delta Sport. Vous l'avez peut-être suivi en direct vendredi soir sur Delta FM. Le BCM affrontait l'équipe du Havre à la maison. Après une défaite à Orléans, le BCM avait envie de regoûter à la victoire. Occasion manquée, malheureusement. Retour sur le match avec les commentaires de Michel Vière et de Sébastien Devos. Match hyper important donc pour le BCM qui reste sur une défaite, un peu à la surprise générale, il faut le dire, à Orléans. Ce soir, le BCM reçoit le Havre, une équipe un peu poil à gratter du championnat, capable du meilleur comme de pire. Alors que va faire le BCM? Réponse tout de suite. Solo Diabaté dans le corner, Solo Diabaté qui se rapproche un petit peu, c'est raté, c'est une récupération de Ricardo Greer. Ricardo Greer pour King, King immédiatement, il va y aller au dunk, King. Oh là là, pouf. Alors là, il n'y a plus rien à faire. 16-8 toujours pour les Havrais qui sont toujours devant. Ricardo Greer à 3 points, Ricardo, c'est raté, récupération de Shocking qui a mangé la soupe sur la tête de Graham Brown là. Là, il y a 10 points d'écart, 18-8, il va falloir faire quelque chose. Oh là là, belle feinte de Solo Diabaté qui a fait mine de s'arrêter. Finalement, il a remis le turbo et il a scotché Ricardo Greer dans ses baskets. Pop avec Ricardo Greer en tête de raquette. Ricardo, il faut pas lui attention, c'est dedans, ficelle Ricardo Greer. Et il avait un mètre de retard, Jordan Aboudou. Il a beau dire c'est pas possible, c'est pas possible. Le mètre de retard face à Ricardo Greer, ça pardonne pas. 21 pour le BCM, 30 pour le Havre. Et le BCM, lui, a réussi à piquer et à chipper quelques ballons. Pas beaucoup de construction dans le jeu, mais le BCM revient quand même un petit peu dans le match avec des ballons volés. Attention, Brazelton qui évite Solo Diabaté. Voilà, il a fait sauter à la corde Solo Diabaté qui s'en veut d'avoir mordu à la feinte. C'était la feinte du Sioux que tout le monde avait vu, sauf Solo Diabaté. Le BCM a encaissé 20 points sur le premier quart-temps, seulement 12 sur le deuxième, donc je pense qu'il revient un petit peu plus sur ses standards défensifs pour essayer d'aller chercher la victoire ce soir.
Là, Solo Diabaté qui va peut-être mettre un peu. Voilà! Il pose son équipe pour la première fois devant. 37 à 36. Le BCM va un peu mieux. Attention, les Havrais qui rentrent dans le trafic. Nipop, oh là là, il est allé bien plus vite que McKinney Jones. Il l'a laissé dans ses baskets, le pauvre américain. Et il a regardé passer le train là. 45-50 pour le Havre, il va rester 16 secondes dans cette fin de troisième carton. Ouais, il perd le ballon, Andrew Albici. Et récupération de Brazelton. Brazelton 2 points, 3 points. Attention, il va y aller. Oh là 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 là. 52 pour le Havre, 45 pour le BCM. Andrew Albici ramène un petit peu son équipe. 51 pour le BCM, 65 pour Portez. Avec Shocking, John Cox qui se lève en tête de raquette. Il n'est pas marqué, John Cox. Oh là là, la claquette. Il est allé remettre le couvercle, Shockings. Roberts et Graham Brown qui ont vu passer un avion au-dessus d'eux. Shockings est allé mettre... Et là, Andrew Albici qui va peut-être sonner la révolte. 5 points consécutifs pour Andrew Albici. 10 points d'avance et 13 avec ce panier à 3 points de Nick Pop. Attention, le Sportica est en train de se glacer. Russellton avec Nick Pop qui rentre dans le trafic. Nick Pop, et c'est dedans pour Nick Pop. Oh là 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 là, quel diable de Nick Pop, un ancien maritime qui est en train de faire la misère ici à son équipe. C'est quasiment le panier qui scelle le sort du match. Albici qui relance encore un petit peu la machine par son 3e ou 4e panier à 3 points, je dirais presque dans le carton. Attention, John Cox, il prend le dernier shoot, John Cox à 3 points. Non, c'est raté. Sportica qui n'est pas très joyeux. Pas content, c'est le moins qu'on puisse dire. Défaite ici du BCM. Allez, on continue nous avec le basket dans le Delta Sport. On va parler de N2, de l'UBGS, parce que là aussi, comme le BCM, l'UBGS avait envie de regoûter à la victoire. Ce week-end, l'UBGS est dans le négatif en termes de victoire-défaite pour l'instant en ce début de saison. La venue de Tremblay du côté de Bourbourg ce week-end ressemblait, on l'espère, à un retour à la victoire pour les hommes de Yann Millois. Retour sur cette rencontre, donc UBGS Tremblay. L'UBGS est dans le dur, entraîné dans une saison compliquée. L'Union jouera le maintien jusqu'au bout, une première depuis sa création en 2011. C'est toujours un peu plus difficile la deuxième année, je le confirme. C'est ce qu'on dit tout le temps, là je confirme. 11e au classement, l'Union compte une victoire d'avance sur la zone de relégation avant son dernier match à domicile de la saison face à Tremblay. Vous jouez avec la trouille ou pas par moment en sentant la situation qui dégringole au classement? Ouais, surtout en première mi-temps, on l'a vu, 15 ballons perdus en première mi-temps, c'est pas normal. C'est sûr, la confiance n'est pas de notre côté, donc du coup on joue pas relâché, on a du mal à se relâcher et on presse parfois trop notre basket et c'est ce qui fait qu'on perd énormément de ballons. Fort heureusement, ça n'a que peu d'incidence sur le score puisque la zone en défense rattrape les erreurs offensives. Et à la pause, l'Union Bourbourg-Grande-Synthe n'est menée que de 2 points, 31 à 33. Les hommes de Yann Millois vont retrouver l'efficacité au shoot dès le retour des vestiaires, au meilleur des moments, et en 1 minute 30, ils vont renverser la tendance et creuser l'écart grâce à un 8-0, 39 à 33. L'écart grimpe même jusqu'à +9 au cœur du 3e quart. On a senti qu'à un moment donné, si on accrochait le match, justement le fait qu'il soit dans le doute, etc., on pouvait passer. Il fallait tenir le match, on a su le tenir et on est content d'avoir gagné. Tremblay se rebiffe, la réponse est cinglante. D'un 47 à 38 en faveur de l'Union, on se retrouve avec un 52 à 60 à 1 minute de la fin du 3e quart. Un 22 à 5 en faveur des Tremblaysiens qui tuent tout suspense dans la rencontre. Il n'y a rien à dire, c'est plus fort que nous. Voilà, on a fait illusion pendant un moment au début de la mi-temps où on a décidé de changer défensivement, de faire un coup et ça a failli marcher. Le problème c'est qu'ils ont retrouvé de l'adresse après. Actuellement, dans l'état où on est, on peut pas jouer contre ces équipes-là, c'est trop fort pour nous. L'UBGS s'incline 65 à 77, la 8e défaite en 12 rencontres et s'en va conclure l'année par 2 déplacements, l'un à Berck, quasi intouchable cette saison, mais surtout à Joffre la semaine prochaine, un candidat direct pour le maintien. Allez, c'est pas fini, c'est pas fini.
En National 3, le GBF s'est incliné à domicile face à Douvres. La défaite 75-77 relègue les filles de Stéphane Dupas à la 5e place. Un bilan positif tout de même de 6 victoires et 5 défaites. Un bilan similaire du côté du BCM GG qui s'est incliné face à Marny 87-65. Allez, nous on passe au handball maintenant dans l'émission. USG Amiens, c'était l'affiche de ce week-end, un match qui a eu lieu exceptionnellement dimanche, oui, parce que comme ça les joueurs ont pu jouer le rôle de Père Noël auprès des plus jeunes licenciés du club en leur distribuant leurs cadeaux de Noël au nom de l'USG Handball. Retour donc sur cette journée, pas comme les autres pour les hommes de David Darras. C'était Noël avant l'heure à l'US Gravelines Handball. Les hommes de David Darras ont joué les Pères Noël dimanche. Des belles chaussures et plein de buts avec ça. Hein? Tous les joueurs de l'équipe 1 ont distribué à chaque joueur licencié jeune un sac à dos, donc avec un goûter. Tout ça en guise de cadeau de Noël pour les jeunes du club. Le match était décalé exceptionnellement donc à dimanche pour affronter le leader Amiens. On joue trop souvent devant une salle, je dirais pas vide, mais pas très remplie. Et là, les joueurs étaient quand même contents de voir autant de spectateurs. Et je suis content que tous les jeunes du club viennent voir l'équipe 1 parce qu'il y a quand même un beau spectacle à voir en National 2. Et la venue des Picards à Gravelines était loin d'être un cadeau pour les hommes de David Darras. Amiens, c'est quasiment déjà un club de D2, en tout cas ils ont le budget pour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont fait venir de nombreux anciens joueurs de la Division 1, notamment des anciens de Dunkerque. Il y a Yuri Petrenko, il y a Julien Richard, il y a Clément Bonin. Petrenko, on l'a vu aussi au PSG, c'était avant l'ère des Qataris. Des joueurs qui ne sont payés que pour jouer au handball, ils ne travaillent pas à côté. Il y a aussi d'anciens garçons formés à l'USDK, notamment Bétrémieux. Donc voilà, c'est un gros effectif et c'est vraiment l'un des favoris à la montée en N1. Petrenko et Bouchkara le prouvent, leur tentative trouve à chaque fois la mire. 6-3 en 10 minutes, l'écart ira jusqu'à +5 en faveur d'Amiens. Mais en face, l'USG ne se laisse pas impressionner. La preuve avec Grégory Pierre et Romain Breton. L'année dernière, on avait pris, si je ne me trompe pas, 13 buts ici. On avait passé un très mauvais moment, donc on avait aussi à cœur de se venger par rapport à cette défaite-là. Les Gravelinois vont même jusqu'à pousser Amiens à la faute. Les 2 minutes s'enchaînent côté Picard. Gravelines en profite et recolle au score 10-12 à 5 minutes de la mi-temps. Arnaud Strassel qui passait par là renvoie les siens à une longueur du leader à la pause, 13-14. Ils nous mettent vraiment en difficulté, avec un arbitrage très compliqué dans les deux sens. Du coup, ça nous met un petit peu, ça nous énerve un petit peu, ça nous fait déjouer. Et Gravelines poursuit sur le même rythme en début de deuxième mi-temps, égalise à 14 partout et prend même les commandes du match dans la foulée par Thibault Lagrange, 16-15 et Amiens déjoue. Alexandre Decroix, lui, de son côté, fait les arrêts qu'il faut. On voit qu'on est capable de leur tenir la dragée haute, quoi. On est face à eux, on n'a pas à rougir. Dès qu'on a un trou, surtout face à une équipe comme ça, dès qu'on a un moment de faiblesse, on le paye, quoi. Et Gravelines passe à la caisse, cette fois les 2 minutes sont pour eux et d'un 16-15 en leur faveur, on passe à un 17-20 pour les Picards. Au courage, Alexandre Rose et ses partenaires vont tout tenter pour revenir, mais Amiens est bien trop fort et s'en va s'imposer 30-25. Au classement, avec cette défaite, Gravelines reste installé à la 8e place avant de recevoir samedi la Lanterne Rouge Saint-Maur pour le dernier match de l'année. Voilà, nous c'est là-dessus qu'on se quitte pour ce nouveau numéro du Delta Sport. On se retrouve à coup sûr lundi prochain. D'ici là, le sport revient dès jeudi. Ce sera avec Michel Vier et le Delta Sport Agenda à partir de 18h30 pour tout connaître sur votre week-end. D'ici là, passez un excellent début de semaine. Salut.